Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine. Je suis Caroline Bonneau, ingénieure patrimoniale, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble un pilier de l'épargne en France, l'assurance vie. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce placement financier très populaire. Près de 1800 milliards d'euros y sont investis par les Français, ce qui en fait l'un de leurs placements favoris. Mais concrètement, qu'est-ce que l'assurance vie ? À quoi sert-elle? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi est-elle souvent considérée comme le couteau suisse de l'épargne? Dans cet épisode, nous allons démystifier l'assurance vie de manière simple et pédagogique. Voici le programme. Nous commencerons par définir ce qu'est une assurance vie et son fonctionnement de base. Ensuite, nous passerons en revue les différents frais associés à ce produit. Nous aborderons son rôle dans la succession et les avantages fiscaux qui y sont liés, ainsi que la fiscalité pendant la vie du contrat, notamment en cas de retrait. Nous verrons aussi les points importants à connaître, comme la souplesse du contrat, sa disponibilité ou la fameuse clause bénéficiaire. Puis nous présenterons les différents supports d'investissement disponibles, fonds en euros, unités de compte, SCPI, etc. Pour rendre tout cela concret, je vous proposerai 2 exemples pratiques d'utilisation de l'assurance vie, le cas d'un jeune actif et celui d'un retraité. Enfin, en conclusion, je répondrai aux 10 questions les plus fréquentes que vous vous posez sur l'assurance vie, avec des réponses claires et pédagogiques. C'est parti! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à aimer cette vidéo si vous la trouvez utile. Laissez-nous également vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et contactez-nous pour tout accompagnement personnalisé. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une assurance vie? Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce n'est pas seulement une assurance en cas de décès. C'est avant tout un produit d'épargne à long terme, qui sert à faire fructifier votre argent et à préparer vos projets futurs ou ceux de vos proches. Techniquement, une assurance vie est un contrat passé entre un souscripteur, vous, et un assureur, par lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent, qu'on appelle capital ou rente, soit au souscripteur, soit au bénéficiaire désigné, en cas de vie ou de décès de la personne assurée. Dit plus simplement, l'assurance vie vous permet d'épargner et d'organiser la transmission d'un capital à des bénéficiaires de votre choix. Ce double aspect, épargne et transmission, fait de l'assurance vie un outil vraiment polyvalent. C'est pour cela qu'on la qualifie souvent de solution incontournable ou de couteau suisse de la gestion de patrimoine. En effet, grâce à sa grande flexibilité, elle permet à la fois de vous constituer un capital, de le valoriser, le faire fructifier via des investissements variés et de le transmettre dans des conditions fiscales avantageuses. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, acheter un bien immobilier dans quelques années ou simplement faire fructifier une épargne de précaution, l'assurance vie peut s'adapter à vos objectifs. Important, il ne faut pas confondre l'assurance vie dont nous parlons ici avec une assurance décès pure. Une assurance décès, aussi appelée assurance vie risque dans le jargon, est un contrat de prévoyance qui ne verse un capital qu'en cas de décès de l'assuré, sans valeur de rachat en cours de vie. À l'inverse, l'assurance vie d'épargne, notre sujet du jour, a une valeur à tout moment. Vous pouvez récupérer votre capital quand vous le souhaitez de votre vivant, et ce capital sera également versé aux bénéficiaires que vous avez nommés si vous décédez. C'est donc un contrat mixte, à la fois un placement financier disponible de votre vivant et un outil de transmission en cas de décès. Comment fonctionne une assurance vie? Voyons maintenant comment fonctionne concrètement une assurance vie. Le schéma de base est assez simple. Vous, le souscripteur, ouvrez un contrat d'assurance vie auprès d'un assureur, qui peut être une compagnie d'assurance, une banque, un courtier en ligne. Au départ, vous versez un montant initial, par exemple 500 € ou 1000 € selon le contrat. Certains contrats accessibles en ligne démarrent même à 100 €. Ensuite, vous pouvez alimenter votre assurance vie comme bon vous semble, par des versements libres quand vous voulez, du montant que vous voulez, dans la limite éventuellement d'un minimum par versement fixé par le contrat, ou par des versements programmés, par exemple 100 € tous les mois. Il n'y a pas de plafond légal. Vous pouvez verser autant que vous le souhaitez au total, il n'existe pas de maximum imposé par la loi. L'argent versé sur le contrat est investi par l'assureur sur les supports d'investissement que vous choisissez,
Nous détaillerons ces supports un peu plus loin. Selon que vous investissez sur des supports sécuritaires ou dynamiques, votre épargne évoluera différemment. Mais en tout cas, l'assureur fait fructifier votre épargne pour votre compte. C'est son rôle. Le contrat d'assurance vie n'a pas de durée fixe obligatoire. En général, on vous conseillera de le conserver au moins 8 ans pour bénéficier pleinement des avantages fiscaux. Mais vous pouvez tout à fait le garder beaucoup plus longtemps, 20, 30 ans et plus. Ou, au contraire, le clôturer avant si besoin. Il n'y a pas d'échéance prédéfinie à la plupart des contrats. Vous décidez quand vous voulez y mettre fin. Pendant la vie du contrat, vous restez propriétaire de votre épargne et vous pouvez à tout moment effectuer des rachats, c'est-à-dire des retraits d'argent, partiels ou totales. Nous insistons sur ce point car c'est une question qui revient souvent. L'argent n'est pas bloqué. Contrairement à certaines idées reçues, vous pouvez récupérer tout ou partie de votre argent quand vous le souhaitez, sans attendre un nombre d'années déterminé. Nous reviendrons sur la fiscalité de ces retraits un peu plus loin, car elle dépendra notamment de l'ancienneté du contrat. En cas de retrait total, on dit aussi rachat total, le contrat se clôture. Vous récupérez alors tout le capital et les gains après imposition éventuelle des intérêts réalisés. Si vous ne retirez pas tout et laissez l'épargne sur le contrat, elle continue de fructifier à l'abri de l'impôt. Tant que vous ne retirez pas, vous n'êtes pas imposé sur les gains en cours. J'y reviendrai. En cas de décès du souscripteur, le contrat d'assurance vie se dénoue automatiquement. Le capital accumulé, versement plus intérêt, ne reste pas bloqué. Il sera versé directement aux bénéficiaires que vous avez désignés, c'est-à-dire les personnes que vous avez choisies à l'avance dans la clause bénéficiaire. Ce capital versé aux bénéficiaires s'appelle souvent le capital décès. Il bénéficie d'un traitement spécifique très avantageux, tant sur le plan du délai que de la fiscalité, ce qui explique le succès de l'assurance vie pour préparer sa succession. Nous détaillerons cela dans la partie succession. En résumé, l'assurance vie est un contrat très souple. Vous épargnez à votre rythme, vous faites travailler votre argent sur des supports adaptés à votre profil, et vous pouvez retirer vos fonds quasiment quand bon vous semble. Elle sert à la fois de tirelire évolutive pour vos projets et de moyen de protéger vos proches en cas de coup dur. Les différents types de frais sur une assurance vie. Parlons d'un aspect moins glamour mais important, les frais liés à l'assurance vie. Comme tout service financier, l'assurance vie n'est pas gratuite. Il y a plusieurs types de frais à connaître. Rassurez-vous, ils sont généralement bien indiqués dans le contrat, et il existe aujourd'hui des contrats avec des frais très réduits, notamment en ligne. Voici les principaux frais que vous pouvez rencontrer. Les frais sur versement ou frais d'entrée. Ce sont des commissions prélevées à chaque fois que vous déposez de l'argent sur le contrat. Typiquement, la banque ou l'assureur peut retenir un pourcentage de chaque versement, par exemple 2% ou 3%. Ces frais varient selon les contrats. Ils peuvent aller de 0%, de plus en plus fréquents, notamment sur les contrats en ligne, jusqu'à 3% ou 5% maximum de la somme versée. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont souvent négociables. N'hésitez pas à demander une réduction, voire une suppression de ces frais d'entrée, surtout si votre contrat est important. De nombreux contrats modernes n'en prélèvent pas du tout. Les frais de gestion annuels. Ce sont des frais prélevés chaque année par l'assureur pour la gestion de votre contrat. Ils sont calculés en pourcentage de l'encours, c'est-à-dire de la valeur de votre épargne. Ils varient généralement entre 0,4% et 1% par an, selon les contrats. Souvent, le taux de frais de gestion peut différer selon le type de support. Par exemple, 0,7% par an sur le fonds en euros et 0,9% sur les unités de compte. Ces frais peuvent sembler petits, mais comme ils s'appliquent chaque année, il faut y faire attention, car ils impactent le rendement net de votre placement sur le long terme. Privilégiez les contrats avec des frais de gestion modérés, autour de 0,5 à 0,8% maximum si possible. Les frais d'arbitrage, ils s'appliquent uniquement si vous réalisez des arbitrages, c'est-à-dire des changements dans la répartition de vos investissements au sein du contrat. Par exemple, vous décidez de déplacer une partie de votre épargne du fonds en euros vers un fonds action. L'assureur peut facturer des frais pour cette opération. Ces frais d'arbitrage sont parfois forfaitaires, ex
20 € par arbitrage, ou plus souvent, un pourcentage de la somme réorientée, par exemple 0,5%. Ils sont généralement compris entre 0% et 1% du montant transféré. De nombreux contrats offrent quelques arbitrages gratuits par année, ou même des arbitrages gratuits illimités, surtout si vous gérez via Internet. C'est un point à vérifier si vous comptez faire des réallocations fréquentes. Les frais liés au support d'investissement. Ce ne sont pas des frais du contrat en lui-même, mais il faut en avoir conscience. Si vous investissez sur des unités de compte, comme des fonds communs de placement, SICAV, ETF, ces supports ont leurs propres frais de gestion interne. Par exemple, un fonds action peut prélever 50% de frais annuels, un fonds immobilier SCPI peut avoir une commission de gestion, etc. Ces frais sont prélevés par la société qui gère le fonds et sont généralement déjà intégrés dans la performance affichée du support. Vous ne les voyez pas directement, mais ils diminuent le rendement. Ils sont indiqués dans les documents d'information des fonds, DICI, que l'on vous remet à la souscription. En résumé, si votre assurance vie investit dans des fonds, leurs frais s'ajoutent indirectement aux frais du contrat. Les frais de sortie. Bonne nouvelle de ce côté. Il n'y a pas de frais de sortie spécifiques sur les contrats d'assurance vie moderne. Vous pouvez retirer votre argent sans pénalité de l'assureur à n'importe quel moment. La seule ponction qui intervient à la sortie, ce sont les impôts éventuels sur les gains. Mais ce ne sont pas des frais au sens strict, c'est de la fiscalité. On en parle juste après. Autrefois, certains contrats prévoyaient des pénalités dégressives si on sortait dans les premières années, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Vérifiez tout de même votre contrat, mais en général pas de pénalité de rachat hormis l'aspect fiscal. En résumé, les principaux frais d'une assurance vie sont les frais sur versement, 0 à 5%, les frais de gestion annuels, 0,4 à 1% par an, et d'éventuels frais d'arbitrage, 0 à 5%, 1% selon les mouvements. L'ensemble de ces frais doit être clairement indiqué dès la souscription, dans un tableau récapitulatif en première page des conditions du contrat. N'hésitez pas à comparer les contrats pour trouver ceux qui sont les plus économiques sur ces postes de frais, car sur le long terme, cela fera une différence sur le rendement de votre épargne. Assurance vie, succession et avantages fiscaux en cas de décès. Intéressons-nous maintenant à un atout majeur de l'assurance vie, son avantage successoral, c'est-à-dire son rôle lors de la transmission du patrimoine en cas de décès du souscripteur. C'est souvent mis en avant par les conseillers en gestion de patrimoine, et pour cause, l'assurance vie bénéficie d'un régime très privilégié pour transmettre un capital à vos proches par rapport à une succession classique. Voici les points clés à retenir. Une transmission hors succession. L'argent placé sur une assurance vie ne fait pas formellement partie de la succession légale. En cas de décès, les fonds sont versés directement aux bénéficiaires désignés, sans passer par la case notaire pour le partage avec les héritiers réservataires, sauf cas d'abus ou primes exagérées, mais c'est rare qu'on en arrive là. Cela signifie deux choses importantes. D'une part, le règlement est plus rapide. Les bénéficiaires n'ont pas à attendre le règlement global de la succession, l'assureur verse le capital dès qu'il reçoit les justificatifs de décès et pièces nécessaires. D'autre part, vous êtes libre de choisir les bénéficiaires de votre contrat comme bon vous semble, même en dehors de vos héritiers naturels. Vous pouvez privilégier un concubin, des neveux, une association caritative, etc. Attention, cette liberté n'est pas absolue. Si vous déshéritez en pratique vos enfants, en versant tout votre argent sur une assurance vie, ils pourraient contester en justice pour prime exagérée. Mais dans une utilisation raisonnable, l'assurance vie permet une grande liberté de transmission. Un régime fiscal ultra avantageux, c'est la raison pour laquelle l'assurance vie est utilisée en préparation de succession. Les sommes transmises via une assurance vie bénéficient d'un abattement, une exonération et de taux d'imposition réduits par rapport à la taxation normale des héritages. En résumé, pour les primes, versements, effectués avant les 70 ans de l'assuré, chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 € sur le capital qu'il reçoit. Autrement dit, jusqu'à 152 500 € transmis, il n'y a aucun impôt. Au-delà de ce montant, la part excédentaire est taxée à un taux forfaitaire de 20%, puis 31,25% sur la fraction
au-delà d'environ 852 500 € par bénéficiaire. Ces taux sont bien inférieurs aux droits de succession maximaux, qui peuvent atteindre 45% entre parents-enfants et 60% entre non-parents. Et bonne nouvelle, le conjoint marié ou partenaire de Pacs est totalement exonéré de taxation. Il ne paye rien du tout sur l'assurance vie, quel qu'en soit le montant. D'ailleurs, depuis 2007, les conjoints sont de toute façon exonérés de droits de succession classiques aussi, mais l'assurance vie les protégeait déjà avant cette réforme. Pour les primes versées après les 70 ans de l'assuré, l'avantage fiscal est moins généreux, mais reste intéressant. Dans ce cas, il y a un abattement global de 30 500 €, tous bénéficiaires confondus, sur les versements effectués après 70 ans. Au-delà, les montants versés après 70 ans intègrent la succession et sont soumis aux droits de succession classiques. Selon le lien de parenté, chaque bénéficiaire aura son taux d'imposition normal. L'astuce, c'est que seuls les montants versés après 70 ans sont taxables. Les intérêts produits par ces montants, eux, sont exonérés de droits de succession. Concrètement, si vous versez 50 000 € sur votre assurance vie à 72 ans et qu'au moment de votre décès ce placement en vaut 60 000 €, donc 10 000 € de gain, l'abattement de 35 500 € s'appliquera sur la part des 50 000 €, les primes versées. Ici, tous les 50 000 € seront même couverts par l'abattement, donc aucun droit de succession, et les 10 000 € de gains sont également exonérés. Si vous aviez versé beaucoup plus, par exemple 200 000 €, il y aurait 30 500 € exonérés et 169 500 € qui entreraient dans la succession à taxer au barème. Mais les gains générés dessus resteraient hors taxe de succession. Vous voyez l'idée ? Même après 70 ans, l'assurance vie garde un avantage. Au minimum 30 500 € hors impôts et les gains exonérés, plus la transmission directe aux bénéficiaires sans attendre. Clause bénéficiaire sur mesure. L'efficacité de la transmission repose sur la clause bénéficiaire de votre contrat. C'est ce passage du contrat où vous indiquez qui recevra les fonds en cas de décès. Vous pouvez y nommer une ou plusieurs personnes, librement. Par exemple, mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers. Vous pouvez répartir en pourcentage, par exemple, 50% à X, 50% à Y, ou 30% à un tel, 70% à un autre, etc. C'est très flexible et vous pouvez modifier la clause bénéficiaire à tout moment de votre vivant si vos souhaits évoluent, par testament associé ou avenant. Il est essentiel de rédiger soigneusement cette clause pour qu'elle corresponde à vos volontés et d'actualiser en cas de changement de situation familiale, mariage, divorce, naissance. En somme, l'assurance vie est un outil très puissant pour transmettre un capital dans un cadre fiscal allégé et plus souple qu'une succession classique. C'est pour cela qu'elle est souvent utilisée par les parents ou grands-parents pour favoriser leurs enfants, petits-enfants ou pour protéger un conjoint. Nous venons de voir le cadre général. Bien sûr, chaque situation patrimoniale est unique et mérite un conseil personnalisé, mais retenez que avant 70 ans, 152 500 € par bénéficiaire sans impôt, et après 70 ans, 30 500 € global sans impôt, c'est déjà énorme comparé à la fiscalité standard. La fiscalité pendant la vie du contrat, rachat et intérêt. Après la succession, parlons de la fiscalité pendant la vie du contrat, c'est-à-dire l'imposition des gains lorsque vous effectuez des retraits, appelés rachats en langage assurance vie. L'un des atouts majeurs de l'assurance vie, c'est son avantage fiscal à l'usage. Tant que vous ne retirez pas d'argent, vous ne payez aucun impôt sur les revenus générés. Vos intérêts et plus-values s'accumulent en franchise d'impôt au fil des années. Ce n'est qu'au moment où vous sortez de l'argent du contrat que la fiscalité s'applique, et encore, de manière partielle. Voyons comment ça fonctionne en pratique. Pas d'impôt tant que pas de retrait. Si votre assurance vie prend de la valeur, intérêt du fonds en euros, plus-value des unités de compte, vous n'êtes pas imposé chaque année dessus, à la différence par exemple d'un compte titres ordinaire où les intérêts et dividendes sont imposés annuellement. Ici, l'imposition est reportée au moment où vous effectuez un rachat. Cette capitalisation à l'abri de l'impôt
permet d'optimiser la croissance de votre épargne sur le long terme. Imposition uniquement sur la part d'intérêt dans vos retraits. Quand vous retirez de l'argent, il est considéré que votre retrait comporte une part de capital, vos versements, et une part de gain, au prorata. Seule la fraction correspondant au gain est soumise à l'impôt. Par exemple, si votre contrat vaut 12 000 euros alors que vous avez versé 10 000 euros, 2 000 euros de gain, et que vous retirez 6 000 euros, soit la moitié, on considérera que dans ces 6 000 euros, il y a 5 000 euros de capital et 1 000 euros d'intérêt. Seuls ces 1 000 euros seront imposables. Le reste est juste un remboursement de votre capital, non imposé. Ce calcul se fait automatiquement par l'assureur. Le régime d'imposition dépend de l'ancienneté du contrat. L'assurance vie a une fiscalité dégressive dans le temps. En deçà de 8 ans de détention, l'imposition est un peu plus élevée. Après 8 ans, elle devient très avantageuse grâce à un abattement annuel et un taux réduit. Il y a eu une réforme en 2018, instauration du PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui simplifie un peu le choix. Mais grosso modo, on distingue deux cas. Avant 8 ans, sur la part d'intérêt retirée, vous avez le choix entre l'intégration de ces gains dans votre revenu imposable, peu intéressant sauf si vous êtes non imposable, ou une taxation forfaitaire. Jusqu'à 2017, cette taxation forfaitaire était de 35% si contrat de moins de 4 ans, 15% si 4 à 8 ans. Depuis la réforme, c'est un taux forfaitaire unique de 12,8%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit 30% au total, qu'on appelle la flat tax. Donc concrètement, avant 8 ans, la plupart des gens optent pour cette flat tax de 30% sur les gains retirés. Si votre tranche IR est très faible, vous pourriez choisir l'IR, mais c'est un cas particulier. Après 8 ans, c'est là que la magie opère. Une fois le contrat atteint 8 ans d'ancienneté, vos retraits bénéficient chaque année d'un abattement sur les gains. Les premiers 4 600 euros d'intérêt retirés dans l'année sont exonérés d'impôts. Si vous êtes célibataire, c'est 9 200 euros d'intérêt exonérés par an pour un couple marié ou pacsé. Notez que cet abattement se partage entre tous vos contrats d'assurance vie si vous en avez plusieurs. C'est un plafond global par personne et par an. Au-delà de cet abattement, les intérêts retirés sont taxés à 7,5%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ce 7,5% est un taux hyper réduit par rapport à la plupart des autres placements. Il s'applique sur la partie des primes versées qui n'excède pas 150 000 euros, montant global des versements après 2017. Si vous avez versé des sommes très importantes, au-delà de 150 000 euros, la fraction de gain correspondante reste taxée à 12,8% plus prélèvements sociaux, mais cela ne concerne qu'une minorité d'épargnants aisés. En bref, pour 99% des gens, après 8 ans, on profite à plein du taux réduit de 7,5% sur les gains retirés après abattement annuel. Les prélèvements sociaux, j'ai mentionné 17,2% de prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Ceux-ci s'appliquent sur tous les gains, que le contrat ait 2 ans ou 15 ans, ils sont à payer dans tous les cas. Sur les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur les intérêts crédités. Sur les unités de compte, ils sont prélevés au moment du rachat sur la part de gains retirés. C'est transparent pour vous, l'assureur se charge de les prélever et de les reverser. Cas de non-imposition, il est tout à fait possible de retirer de l'argent sans payer un centime d'impôt, même après 8 ans, grâce à l'abattement annuel. Par exemple, vous avez un contrat de plus de 8 ans et vous souhaitez récupérer 10 000 euros qui comprennent 5 000 euros d'intérêt et 5 000 euros de capital. Si vous êtes célibataire, les 4 600 euros d'intérêt sont exonérés, seuls 400 euros d'intérêt dépassent l'abattement et seront taxés à 7,5%, ce qui fait 30 euros d'impôt. Autant dire rien du tout, en plus des 17,2% de prélèvements sociaux sur les 5 000 euros de gains, soit 860 euros. En net, vous récupérez environ 9 110 euros sur 10 000 euros retirés, le tout en n'ayant eu aucune imposition pendant les années où l'argent travaillait. C'est plutôt intéressant. En cas de retrait avant 8 ans, pas de panique, ce n'est pas non plus confiscatoire. Si vous devez retirer au bout de 5 ans par exemple, vous paierez les 12,8% plus 17,2%, 30% total sur les gains retirés.
C'est finalement équivalent à la flat tax qui s'applique sur la plupart des placements. Ce n'est pas optimal, mais ça reste raisonnable, et surtout, il n'y a pas de pénalité supplémentaire. Donc l'idée que l'assurance vie bloque l'argent 8 ans est fausse. Vous êtes juste incité fiscalement à conserver le contrat 8 ans. Mais si un besoin imprévu survient, vous pouvez retirer plutôt moyennant l'impôt standard sur les gains. Pour finir sur la fiscalité, signalons que vous n'avez rien à déclarer tant que vous ne faites pas de retrait. L'assurance vie n'a pas besoin d'être mentionnée dans votre déclaration de revenus chaque année, sauf contrat à l'étranger, ce qui est rare, car les intérêts ne sont pas taxés annuellement. Vous la déclarez seulement si vous retirez de l'argent imposable, l'assureur vous fournira un imprimé fiscal. Ouf, on a fait le tour des impôts. Retenez surtout, 8 ans est un seuil clé pour profiter d'une fiscalité allégée, mais même avant 8 ans, l'imposition reste tout à fait supportable et uniquement sur les intérêts. L'assurance vie est donc un placement fiscalement efficient sur le long terme, ce qui explique qu'on conseille souvent de prendre date tôt, ouvrir un contrat dès que possible, même avec une petite somme, pour démarrer le compteur des 8 ans. Points importants à connaître sur l'assurance vie. Maintenant que vous avez les bases, voici quelques points importants et atouts de l'assurance vie qu'il faut bien avoir en tête avant de souscrire ou d'utiliser ce placement. Souplesse et disponibilité, on l'a déjà souligné, mais c'est crucial. Votre argent reste disponible à tout moment. L'assurance vie offre une souplesse bien supérieure à des produits comme le PEL par exemple. Pas de blocage strict, pas de pénalité de retrait, hors fiscalité normale. Vous pouvez verser quand vous voulez, arrêter les versements si besoin, retirer une partie, etc. Cette flexibilité en fait un excellent outil pour parer aux imprévus tout en restant investi. Vous pouvez même mettre en place des rachats partiels programmés, par exemple des retraits mensuels ou trimestriels, si vous souhaitez vous verser un complément de revenus régulier, comme une rente. Clause bénéficiaire et transmission. C'est le point distinctif de l'assurance vie. Pensez à bien rédiger et mettre à jour la clause bénéficiaire de votre contrat. C'est ce qui garantira que votre argent ira aux bonnes personnes en cas de décès, avec les avantages fiscaux qu'on a détaillés. N'hésitez pas à vous faire conseiller pour la formuler. On utilise souvent des formulations standards du type mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers, mais chaque situation familiale peut nécessiter des ajustements. Et bonne pratique. Informez au moins une personne de confiance de l'existence de cette assurance vie et de sa clause, ou laissez l'information dans vos papiers, pour qu'en cas de décès, les bénéficiaires pensent à contacter l'assureur. Il n'y a pas de fichier national facile d'accès pour retrouver toutes les assurances vie, même s'il existe l'AGIRA qui aide les bénéficiaires à retrouver des contrats. Performance et profil de risque. L'assurance vie n'est pas un placement en soi, c'est une enveloppe dans laquelle vous placez ce que vous voulez, ou presque. Elle peut donc être très sécuritaire ou au contraire dynamique, selon les supports que vous choisissez. Vous pouvez moduler le niveau de risque. Par exemple 100% sur le fonds garanti si vous ne voulez prendre aucun risque, ou bien 50% fonds euros et 50% en unités de compte diversifiées pour chercher plus de rendement, etc. Vous pouvez aussi changer cette allocation dans le temps, faire des arbitrages. Cette liberté de gestion est un avantage, mais implique aussi d'y prêter attention ou de déléguer la gestion à un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise. Beaucoup de contrats proposent une gestion pilotée ou profilée, où l'allocation est gérée automatiquement en fonction d'un profil prudent, équilibré, dynamique que vous choisissez. Multitude de contrats et d'assureurs. Il existe un grand choix de contrats d'assurance vie sur le marché, proposés par diverses compagnies ou banques avec des caractéristiques différentes, frais, supports disponibles, services, etc. Vous pouvez détenir plusieurs assurances vie sans problème. Ce n'est pas limité, contrairement par exemple au livret A, qui est unique. En fait, la loi n'impose aucune limite au nombre de contrats ni au cumul des encours. Certaines personnes ouvrent plusieurs contrats pour des objectifs différents. Par exemple, un contrat très sécurisé pour un projet à moyen terme et un contrat plus offensif pour la retraite lointaine. Avoir plusieurs contrats permet aussi de profiter plusieurs fois de la garantie du fonds de garantie des assurances, qui couvre chaque assuré jusqu'à 70 000 € par assureur en cas de faillite de l'assureur. Toutefois, multiplier les contrats n'est pas une nécessité absolue. On peut très bien gérer plusieurs objectifs au sein d'un même contrat multisupport.
L'important est surtout de choisir un ou des bons S, contrats S, dès le départ, car contrairement à d'autres placements, on ne peut pas transférer une assurance vie d'un assureur à un autre en conservant son ancienneté fiscale. Il faut ouvrir un nouveau contrat et les 8 ans repartent de zéro, sauf rares exceptions de transfert interne avec la loi Pacte. Donc prenez le temps de bien choisir un contrat qui vous convient, car vous allez potentiellement le garder de très longues années. Disponibilité des fonds et emprunts, avance. Outre le retrait pur et simple, sachez qu'il existe une option appelée avance sur assurance vie. C'est comme un prêt que l'assureur vous fait en prenant votre épargne en garantie sans toucher à votre contrat. Cela peut être utile si vous avez temporairement besoin d'argent, mais que vous ne voulez pas faire un retrait, pour ne pas casser l'ancienneté fiscale par exemple, ou ne pas diminuer l'épargne transmise. L'avance est généralement limitée à une partie du contrat, par exemple 80%, et elle est à rembourser selon des conditions fixées, avec un taux d'intérêt souvent faible. C'est un mécanisme un peu spécifique, mais à connaître comme alternative au rachat. Pas d'âge pour souscrire. On peut ouvrir une assurance vie à tout âge. Même un enfant mineur peut en avoir une, souscription faite par les parents. C'est d'ailleurs recommandé de commencer tôt pour prendre date. Et il n'est jamais trop tard pour ouvrir. Passé 70 ans, comme on l'a vu, l'avantage fiscal est différent. Mais l'assurance vie reste utile pour le conjoint survivant, par exemple, ou pour profiter de la non-imposition des gains en cours de contrat. Certaines compagnies limitent l'âge de souscription. Par exemple, au-delà de 85 ans, ce n'est pas possible chez certains assureurs, mais en règle générale, pas de limite d'âge légal pour souscrire une assurance vie. Transmission et assurance vie ou assurance décès. Selon votre objectif principal, il peut être judicieux d'avoir en parallèle une assurance décès, si vous voulez garantir un capital important à vos proches en cas de décès prématuré. Ce que l'assurance vie épargne ne fait pas puisqu'elle ne contient que ce que vous avez épargné. Pour la plupart des gens, l'assurance vie suffit à constituer un matelas pour la famille. Mais c'est un point à réfléchir avec votre conseiller en gestion de patrimoine en fonction de votre situation. Par exemple, jeunes parents avec crédit, etc., une assurance décès en complément est souvent utile. Clarté et suivi. Une assurance vie nécessite un petit suivi régulier. Pensez à vérifier au moins une fois par an l'évolution de votre contrat, les performances, et à ajuster la répartition si besoin, surtout en gestion libre. L'assureur vous envoie un relevé annuel détaillant la situation, valeur du contrat, frais, etc. Obligatoire. Lisez-le attentivement. N'hésitez pas à faire des arbitrages ou à solliciter votre conseiller pour faire un point. En bref, l'assurance vie est un placement très flexible et personnalisable, ce qui fait sa richesse, mais aussi demande d'en comprendre les ficelles essentielles, ce qu'on fait aujourd'hui. Les supports d'investissement possibles dans une assurance vie. Venons-en aux supports d'investissement que l'on peut loger à l'intérieur d'une assurance vie. C'est un aspect important, car le rendement de votre assurance vie dépendra directement des supports choisis. Une assurance vie peut être monosupport, de moins en moins courant, uniquement un fonds en euros, ou multisupport, la grande majorité des contrats actuels, c'est-à-dire offrant plusieurs types de supports. Voici les principaux. Le fonds en euros. C'est le support emblématique de l'assurance vie. Il s'agit d'un fonds géré par l'assureur, composé majoritairement d'obligations et d'actifs sécurisés. Son principal atout, le capital est garanti. Vous ne pouvez pas perdre d'argent sur le fonds en euros. L'assureur garantit la valeur de vos versements, augmentée des intérêts annuels qu'il distribue. Chaque année, un taux de rendement est servi. Par exemple, 1,5% en 2023, variable selon les assureurs et les années. Ces intérêts sont définitivement acquis. Effet cliquet, ils viennent s'ajouter à votre capital garanti. Le fonds en euros est donc un support sécurisé, sans risque de fluctuation à la baisse, idéal pour la partie prudente de votre épargne ou pour des objectifs à court-moyen terme. Son inconvénient est que son rendement est modeste, actuellement autour de 1 à 2% par an, et en baisse sur la dernière décennie. Cependant, il reste très apprécié pour sa sécurité. À noter, les intérêts du fonds en euros subissent les prélèvements sociaux chaque année au moment de leur inscription en compte. Les unités de compte, UC, ce terme regroupe tous les supports autres que le fonds en euros. En pratique, ce sont souvent des fonds d'investissement. Actions, obligations, mixtes,
OPCVM, ETF indiciel, etc. Quand vous mettez par exemple 5 000 € sur une unité de compte fonds Action Europe, la valeur de cette part va fluctuer en fonction des marchés boursiers. Aucune garantie en capital ici. Vous pouvez gagner comme perdre, la valeur suit le marché. L'intérêt, c'est que sur le long terme, ces supports peuvent offrir un rendement bien supérieur aux fonds en euros. Il existe une grande variété d'unités de compte pour répondre à tous les profils. Des fonds très dynamiques, exposition actions internationales, émergentes, etc. Des fonds plus prudents, fonds obligataires, fonds en eurodynamique, des fonds sectoriels, immobilier, santé, tech, ou encore des ETF trackers à bas coût pour répliquer des indices boursiers. Vous pouvez diversifier à l'intérieur même de votre contrat, ce qui est un gros plus. Et n'oubliez pas, dans l'enveloppe assurance vie, tous les gains de ces fonds restent défiscalisés tant que vous ne sortez pas, ce qui permet de capitaliser plus efficacement. Les supports immobiliers, SCPI, OPCI, SCI, beaucoup d'assurances vie proposent d'investir dans des fonds immobiliers via des unités de compte spécifiques. Le plus connu est la SCPI, Société civile de placement immobilier. C'est un véhicule qui permet d'investir dans de l'immobilier, bureaux, commerce, résidentiel, et de toucher des loyers sous forme de dividendes. Via l'assurance vie, vous pouvez acheter des parts de SCPI. Avantage, vous profitez de la fiscalité douce de l'assurance vie sur les revenus immobiliers, qui hors assurance vie serait imposé plein pot à l'IR plus prélèvements sociaux. Autre support MO, les OPCI, fonds immobiliers plus liquides, mélange d'actions IMO et d'immeubles, ou les SCI proposés par les assureurs. Ces supports apportent de la diversification. Attention, souvent les SCPI dans l'assurance vie ont des frais d'entrée propres à la SCPI, et parfois, l'assureur limite la part de SCPI, souvent max 50% du contrat. Mais ça peut être un bon moyen d'investir dans la pierre tout en gardant la flexibilité du contrat. On peut arbitrer ses parts de SCPI, etc., ce qui est plus souple qu'en direct. Les autres supports, selon les contrats, on peut trouver des supports plus exotiques, des fonds dits euro-croissance, entre le fonds euro et l'UC, avec une garantie partielle du capital au bout d'un certain temps, des produits structurés, des titres vifs, actions en direct, rares en assurance vie française, mais ça existe sur quelques contrats luxembourgeois ou haut de gamme, voire des supports en private equity, etc. Mais restons focalisés sur les plus répandus listés ci-dessus. Comment choisir ces supports? Cela dépend de votre profil d'investisseur, aversion au risque, horizon de placement et de vos objectifs. Une approche classique consiste à panacher fonds en euros et unités de compte. Par exemple, un profil prudent mettra 80% sur le fonds garanti et 20% en UC diversifié. Un profil équilibré 50%, un profil dynamique 20% euros, 80% UC, etc. L'intérêt de l'assurance vie, c'est que vous pouvez ajuster à tout moment en cours de route. Si la bourse baisse et que vous voulez en profiter pour renforcer, vous pouvez arbitrer du fonds euro vers un fonds action. Inversement, si vous approchez de votre objectif et voulez sécuriser, vous pouvez arbitrer vos fonds risqués vers le fonds euro. Bref, c'est vous qui pilotez, ou votre gestionnaire mandaté. N'oubliez pas non plus que rien ne vous oblige à investir 100% de votre versement dès le départ sur des UC. Beaucoup de contrats proposent la mise en place d'arbitrages programmés, genre une option d'investissement progressif. Vous versez sur le fonds euro, puis l'assureur transfère automatiquement chaque mois une somme du fonds euro vers des unités de compte pour lisser les points d'entrée. C'est intéressant en période de marché volatile. Pour conclure sur les supports, dites-vous que l'assurance vie est une enveloppe multiproduit. Son rendement peut varier énormément d'une personne à l'autre, car si l'un ne prend que le fonds euro à 1% et l'autre 100% actions internationales qui font plus 8% par an, l'écart est grand. D'où l'importance de bien choisir vos supports en fonction de ce que vous visez. Si besoin, faites-vous accompagner par un conseiller pour définir la bonne stratégie d'investissement dans votre contrat. Exemple concret d'utilisation de l'assurance vie. Passons maintenant à quelque chose de plus concret avec 2 exemples illustrant l'usage de l'assurance vie pour des profils différents. Un jeune actif et un retraité.
Cela vous aidera à voir comment on peut utiliser ce placement en pratique et quels bénéfices en tirer. Profil numéro 1. Marie, 30 ans, jeune active sans enfant. Disons que Marie vient de commencer à travailler depuis quelques années. Elle a un peu d'épargne de côté, quelques milliers d'euros, et on lui a conseillé d'ouvrir une assurance vie pour préparer ses projets futurs, achat immobilier, préparation de la retraite, etc. Marie décide donc d'ouvrir une assurance vie, car vie dynamique, par exemple, avec un versement initial de 2 000 euros. Chaque mois, elle automatise un virement de 150 euros sur son contrat. Étant jeune et ayant un horizon long, elle n'a pas prévu d'utiliser cet argent avant au moins 10 ans, sauf coup dur. Marie choisit une allocation d'investissement dynamique, 20% sur le fonds en euros pour la sécurité et 80% sur un panier d'unités de compte diversifiés, un fonds Action Monde, un fonds PME, un peu de SCPI pour l'immobilier, etc. Pendant les premières années, elle ne touche pas à son contrat et profite de la capitalisation des intérêts sans impôt. Quelques fluctuations boursières surviennent, en année 3, ses fonds actions baissent de 10% lors d'une correction de marché, mais elle garde son cap et continue d'investir tous les mois, ce qui lui permet d'acheter des parts moins chères pendant la baisse. En année 5, bonne nouvelle, elle décide d'acheter un appartement. Elle a besoin d'un apport de 20 000 euros en plus de son prêt. Son assurance vie en vaut à ce moment-là environ 12 000 euros, grâce à ses versements réguliers et à la performance moyenne de 5% par an de son portefeuille. Comme elle a aussi un PEL et une épargne logement, elle utilise plutôt ses autres ressources pour son apport et laisse son assurance vie tranquille. Ainsi, le compteur des 8 ans continue de tourner. En année 8, son contrat a dépassé les fameux 8 ans d'ancienneté. Elle a accumulé au total, disons, 25 000 euros de capital. Elle pourrait commencer à profiter de son abattement annuel de 4 600 euros sur les gains si elle voulait retirer. Mais pour l'instant, elle n'en a pas besoin. En année 10, Marie a un enfant et décide de travailler un peu moins pendant un an. Ses revenus baissent et elle souhaite compléter avec 5 000 euros venant de son assurance vie pour avoir une marge financière. Pas de problème. Elle effectue un rachat partiel de 5 000 euros. Sur ces 5 000 euros, supposons qu'il y a 1 000 euros de gains et 4 000 euros de capital. Comme son contrat a plus de 8 ans, les 1 000 euros de gains sont couverts par l'abattement annuel, plafond 4 600 euros, donc 0 euros d'impôt à payer, seulement les 17,2% de prélèvements sociaux sur ces gains, 172 euros. Elle récupère donc environ 4 828 euros net sur les 5 000 euros sortis. Et son contrat n'est pas fermé pour autant. Il lui reste 20 000 euros dessus qu'elle pourra continuer de faire fructifier. Marie a ainsi pu se constituer une épargne significative, disponible pour ses projets, tout en profitant de la bourse de manière indirecte et du cadre fiscal attractif de l'assurance vie. Si un jour elle décède prématurément, l'épargne constituée ira par exemple à son conjoint ou à son enfant grâce à la clause bénéficiaire, avec les avantages fiscaux vus. Dans son cas, chaque bénéficiaire pourrait recevoir 152 500 euros sans impôt. Elle n'en est pas encore là, mais qui sait sur le long terme. Bref, pour Marie, l'assurance vie a été un vecteur de discipline d'épargne, de croissance du capital et de flexibilité en cas de besoin. Profil numéro 2, Jacques, 68 ans, jeune retraité. Jacques, lui, est à la retraite depuis peu. Il a reçu une prime de départ et a vendu une petite maison de campagne, ce qui lui a fait un capital à placer. Il a entendu parler de l'assurance vie pour préparer la transmission à ses 2 enfants et aussi pour se générer des revenus complémentaires. À 60 ans, il a ouvert une assurance vie car patrimoine avec un versement initial de 100 000 euros. Il a choisi une répartition assez prudente. 60% fonds en euros, 40% en unités de compte diversifiées, dont des SCPI pour 15% afin de toucher des loyers réguliers. Son contrat a maintenant 8 ans d'ancienneté. Il en a 68. La valeur a bien évolué. Malgré une majorité de fonds garantis, les UC ont performé et l'épargne vaut maintenant, mettons, 140 000 euros. Jacques souhaite compléter sa pension de retraite avec son assurance vie sans entamer trop le capital pour en laisser à ses enfants. Il décide de mettre en place des rachats partiels programmés, par exemple 500 euros par mois. Sur l'année, cela fait 6 000 euros retirés. Supposons que sur ces 6 000 euros,
il y a 1 500 € d'intérêt et 4 500 € de capital. Grâce à l'abattement annuel de 9 200 €, Jacques est marié, donc le double de 4 600 €, ces 1 500 € de gains sont totalement exonérés d'impôts. Il n'aura que les prélèvements sociaux dessus. Donc Jacques touche ses 6 000 € quasiment nets d'impôts chaque année. Cela améliore son revenu mensuel de 500 € sans trop entamer son capital. Si son contrat continue de générer des intérêts en parallèle, il peut même se maintenir. Par ailleurs, Jacques a bien rédigé sa clause bénéficiaire. Il a indiqué « mes 2 enfants, vivants ou représentés, par parts égales, et à défaut mes petits-enfants, par parts égales entre eux ». Ainsi, le jour où Jacques viendra à disparaître, l'assurance vie versera le capital restant directement à ses enfants. Chacun de ces enfants bénéficiera de l'abattement de 152 500 € en franchise d'impôt. Par exemple, s'il laisse 130 000 € sur le contrat, chacun recevra 65 000 €, complètement hors impôt et hors succession, donc sans toucher au partage du reste de son patrimoine qui se fera éventuellement avec la maison, etc. Si Jacques vit plus longtemps et le contrat atteint 300 000 €, alors chacun pourrait recevoir 150 000 € sans droit, et le surplus serait taxé à 20%. Quoi qu'il en soit, c'est bien plus avantageux que l'héritage classique où l'abattement parent-enfant est de 100 000 € et au-delà un barème progressif allant jusqu'à 45%. De plus, si l'un des enfants de Jacques est en difficulté financière, le fait que l'assurance vie soit versée directement peut le protéger de créanciers, etc., car c'est hors succession. Cet exemple montre que pour un senior, l'assurance vie sert à la fois d'outil de complément de revenus et de transmission efficace. Jacques profite de son épargne de son vivant en se versant une sorte de rente partielle, et il sait que le capital restant ira à ses proches dans de bonnes conditions. S'il avait simplement laissé l'argent sur un compte bancaire, il aurait payé plus d'impôts sur les intérêts chaque année, et la transmission aurait été moins optimisée. Conclusion de ces exemples. Que ce soit pour un jeune en phase d'accumulation ou un retraité en phase de transmission, l'assurance vie s'adapte au profil. Elle offre à Marie la croissance et la souplesse, et à Jacques l'optimisation fiscale et le revenu régulier. Bien sûr, chaque cas est particulier, mais j'espère que ces scénarios vous aident à vous projeter dans l'utilisation concrète de l'assurance vie. Conclusion, foire aux questions, FAQ sur l'assurance vie. Pour terminer cet épisode, je vous propose de passer en revue les 10 questions les plus fréquentes que l'on me pose sur l'assurance vie, avec des réponses courtes et pédagogiques. C'est parti pour la FAQ. L'argent est-il bloqué pendant 8 ans sur une assurance vie ? Non. Contrairement à une idée répandue, l'argent placé en assurance vie n'est pas bloqué et peut être récupéré à tout moment. Les 8 ans, c'est uniquement un seuil fiscal pour bénéficier d'avantages, abattements et taux réduits. Mais vous pouvez retirer vos fonds avant si vous le souhaitez. Il n'y a pas de pénalité, juste l'impôt sur les gains retirés, 30% maximum avant 8 ans. Donc c'est un placement disponible. En cas de besoin, vous pouvez faire un rachat partiel ou total librement. Y a-t-il un minimum ou un maximum de versement ? Minimum. Chaque contrat peut fixer un montant minimum à l'ouverture, par exemple 100 €, 500 € ou 1 000 €, et un minimum par versement, souvent 50 € ou 100 €. Mais c'est généralement accessible avec de petites sommes. Maximum. Il n'y a pas de plafond légal de versement. Vous pouvez placer des montants très importants sur une assurance vie, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Cependant, si vos versements dépassent 150 000 €, sachez que pour l'imposition des retraits après 8 ans, la part des gains correspondant à l'excédent au-delà de 150 000 € sera un peu plus taxée, 12,8% au lieu de 7,5%. Et en cas de décès, des sommes très élevées finiront par être taxées au-delà des abattements. Mais en soi, aucune limite de dépôt, c'est vous et votre capacité d'épargne. Quels sont les frais sur une assurance vie ? Il y en a principalement 3. Les frais sur versement, prélèvement à chaque dépôt, de 0 à 5% selon les contrats, souvent négociables ou nuls. Les frais de gestion annuels, 0,4% à 1% par an typiquement, prélevés sur l'épargne gérée. Et les frais d'arbitrage éventuels, lorsque vous changez la répartition des fonds, 0 à 1% du montant transféré.
Heureusement, il existe maintenant beaucoup de contrats à frais réduits, voire sans frais sur versement et avec arbitrage gratuit, notamment via Internet. Comparez bien ces frais car ils impactent le rendement sur le long terme. À noter, il n'y a généralement pas de frais de sortie. Vous retirez sans pénalité, seuls les impôts s'appliquent sur les gains. Combien peut-on espérer de rendement avec une assurance vie? Le rendement dépend des supports que vous choisissez. Si vous mettez tout sur le fonds en euros, sécurisé, le rendement actuel tourne autour de 1 à 2 pour 100 par an en moyenne. En 2023, certains fonds euros remontent vers 2% ou 2,5% compte tenu de la hausse des taux, mais on est loin des 4% d'il y a 15 ans. Si vous investissez sur des unités de compte, tout est possible. Cela suit les marchés. Sur le long terme, un portefeuille diversifié avec des actions peut viser par exemple 4 à 6% par an en moyenne, mais avec des années de hausse et de baisse. Des supports immobiliers, SCPI, peuvent rapporter environ 4% par an de rendement locatif. Donc, l'assurance vie n'a pas un rendement figé. C'est vous qui le faites en choisissant la composition de votre épargne. Un contrat 100% fonds euros sera prudent mais peu rémunérateur. Un contrat bien diversifié peut générer plus de gains mais avec du risque. À vous, et éventuellement votre conseiller, de définir la stratégie adaptée. Peut-on perdre de l'argent avec une assurance vie? Oui, si vous investissez sur des supports en unités de compte, actions, etc., vous subissez les fluctuations des marchés, donc la valeur de votre contrat peut baisser, et vous pouvez avoir moins que vos versements à un moment donné. Il n'y a aucune garantie en capital sur les unités de compte. Non, si vous restez sur le fonds en euros, ce dernier garantit le capital net de frais, donc vous ne pouvez pas avoir moins que ce que vous avez versé dessus, hors éventuelle fluctuation très temporaire si l'assureur attribue une participation aux bénéfices différés, mais c'est technique. En pratique, le fonds euro ne baisse pas. Donc, on peut dire que la partie investie en fonds euros est garantie, la partie investie en unités de compte est à risque. Cependant, même en unité de compte, si vous diversifiez bien et que vous laissez le temps, plusieurs années, le risque diminue statistiquement. Il est également possible de sécuriser ces gains progressivement en arbitrant vers le fonds euro à l'approche de l'échéance de votre projet. Enfin, sachez qu'en cas de faillite extrême d'une compagnie d'assurance, très rare, il existe un fonds de garantie qui couvre jusqu'à 70 000 € par assuré et par assureur. Quelle est la fiscalité si je retire de l'argent de mon assurance vie? Comme expliqué plus tôt, c'est la fiscalité des rachats. Si votre contrat a moins de 8 ans, les gains retirés sont taxés à 12,8% plus 17,2%. Forfait de 30%, la flat tax. Si le contrat a plus de 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel. 4 600 € sur 9 200 € sur les gains retirés, puis les gains au-delà sont taxés à 7,5% plus 17,2%. Vous pouvez aussi, dans certains cas, choisir l'imposition sur le revenu à la place de la flat tax, mais c'est marginal. Par exemple, si vous êtes non imposable, les gains seraient taxés à 0% plus prélèvements sociaux. N'oubliez pas, on ne paie l'impôt que sur la part d'intérêt incluse dans le retrait, pas sur tout le montant retiré. En cas de retrait total et clôture, c'est le même principe, juste qu'on calcule la part d'intérêt sur tout le contrat. Dernier point, en cas de gros coup dur, licenciement, mise en retraite anticipée, invalidité, la loi prévoit des cas d'exonération d'impôt sur le rachat, même avant 8 ans. Renseignez-vous si vous êtes dans ce cas. Que se passe-t-il en cas de décès du titulaire du contrat? En cas de décès, le contrat d'assurance vie est liquidé et son capital est versé aux bénéficiaires désignés, ceux nommés dans la clause bénéficiaire. Cela se fait hors succession. Les fonds vont directement aux bénéficiaires sans passer par le partage avec les héritiers légaux. Les bénéficiaires devront juste fournir les justificatifs à l'assureur. Acte de décès, pièce d'identité, RIB, pour percevoir les sommes. Fiscalement, comme on l'a détaillé, les bénéficiaires profitent des abattements. Généralement, chacun a 152 500 € exonérés si les primes ont été versées avant 70 ans. Au-delà, l'assureur applique le prélèvement de 20% 30 et 1,25% sur la part taxable et reverse le reste. Si les primes ont été versées après 70 ans,
l'assureur intègre ce qui dépasse 30 500 € dans la succession. Il fournit les chiffres au notaire. En tout cas, le conjoint survivant ou partenaire PACS est exonéré à 100% sur l'assurance vie. L'assurance vie est donc un moyen très efficace de transmettre un capital rapidement et avec moins d'impôts. Quelle différence entre une assurance vie et une assurance décès ou vie entière? Une assurance décès, parfois appelée assurance vie risque ou temporaire décès, est un pur contrat d'assurance. Vous payez des primes et si vous décédez pendant la durée couverte, l'assureur verse un capital prédéfini aux bénéficiaires. Si vous êtes toujours en vie en fin de contrat, il n'y a rien. Les primes versées sont perdues, comme pour une assurance auto où on ne récupère pas les cotisations si pas d'accident. C'est un produit de prévoyance pour protéger sa famille en cas de décès prématuré. L'assurance vie dont on parle aujourd'hui est un produit d'épargne. L'argent vous appartient, vous pouvez le récupérer et il sera transmis aux bénéficiaires si vous décédez. Mais il n'y a pas de notion de sinistre ou de perte des primes. En gros, l'assurance vie est un placement, avec une composante succession. L'assurance décès est une assurance pure, sans valeur de rachat. À noter qu'il existe des contrats mixtes ou des options garantie plancher dans les assurances vie qui, moyennant un petit coût, garantissent que le bénéficiaire recevra au moins les primes versées, même si le contrat a perdu de la valeur. C'est un petit mélange des deux. Mais retenez, assurance vie, épargne disponible, assurance décès, capital garanti uniquement en cas de décès, sinon rien. Peut-on souscrire une assurance vie à n'importe quel âge? Oui. Il n'y a pas de condition d'âge légal pour être bénéficiaire d'une assurance vie. Un mineur peut en être titulaire, ses parents signent pour lui. Et un senior peut tout à fait en ouvrir une, même après 70 ans. Rappelez-vous, le régime fiscal change mais ce n'est pas interdit et ça reste intéressant pour son conjoint ou pour l'exonération des gains. Cependant, les assureurs peuvent avoir des limites internes. Par exemple, au-delà de 85 ou 90 ans, certains ne proposent plus d'assurance vie, car il y a un risque de décès très proche et donc peu d'horizon d'investissement. Mais en théorie, tant que vous trouvez un assureur, vous pouvez ouvrir. D'ailleurs, il n'est pas rare d'ouvrir des assurances vie pour des enfants ou petits-enfants mineurs afin de leur transmettre un capital plus tard dans un cadre fiscal avantageux. On parle alors de donation indirecte via prime versée sur le contrat au profit d'un bénéficiaire. À l'inverse, un jeune de 18 ans a tout intérêt à ouvrir tôt pour prendre date, même avec un petit montant. Peut-on avoir plusieurs assurances vie? Oui, absolument. Contrairement à certains livrets réglementés, un seul livret A par personne, etc., il n'y a aucune limite au nombre d'assurances vie que vous pouvez détenir. Vous pouvez en ouvrir 2, 3, 10 si ça vous chante, dans autant d'établissements différents que vous voulez. Chaque contrat aura sa propre gestion, ses propres supports. Pourquoi en avoir plusieurs? Par exemple, pour diversifier les assureurs et ne pas dépasser 70 000 € par assureur, limite de garantie publique, ou pour avoir un contrat très sécuritaire à court terme et un autre plus risqué à long terme, ou encore pour attribuer des bénéficiaires différents par contrat. Même si on peut le faire dans un seul contrat, certains préfèrent de séparer par bénéficiaire. Il y a aussi un avantage fiscal potentiel à détenir plusieurs contrats anciens. Vous pourriez faire des retraits en priorité sur celui où vous avez le plus d'abattements disponibles, etc. Mais ça devient technique. L'important est de savoir que vous n'êtes pas limité. Cela dit, gérer plusieurs contrats peut être plus lourd que tout dans un seul multi-support. C'est à voir selon vos besoins. Voilà pour ce tour d'horizon des questions fréquentes. J'espère que ces réponses rapides vous éclairent davantage. En conclusion, l'assurance vie est un outil formidablement polyvalent pour gérer et transmettre votre patrimoine. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour vous guider à travers ce type de sujet. Si cet épisode vous a plu et que vous l'avez trouvé utile, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres questions ou expériences sur l'assurance vie. Je me ferai un plaisir de vous répondre et ça pourra aider d'autres auditeurs. Enfin, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour choisir le contrat d'assurance vie adapté à votre situation ou plus généralement pour optimiser votre gestion de patrimoine, contactez-moi. Je suis là pour ça. Analysez vos besoins et vous proposer des solutions sur mesure.
Votre réussite financière, c'est notre mission. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode rempli de conseils patrimoniaux. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. À très vite sur Caro Gestion Privée.